Tout de suite, c'est l'édito de Sabine Lockman. On va parler de l'origine du devoir de vigilance. Sabine, pourquoi un devoir de vigilance? Alors malheureusement, comme trop souvent, c'est un drame, l'effondrement d'un bâtiment, le Rana Plaza en 2013 qui va tuer pas loin de 1 200 personnes, et mettre à la rue 2 500, salariés et qui va révéler au monde entier, à la fois l'un des drames de la mondialisation et de la fast fashion, parce que, chacun des consommateurs que nous sommes va découvrir que ces salariés travaillaient dans des conditions absolument innommables et que des conditions de sécurité qui avaient, y compris, été rappelées la veille de l'effondrement, n'ont pas été suivies de mesures de sécurité et de précaution. Alors en 2017, au terme d'un travail législatif qui a fait aussi grand bruit, notamment en France, va être promulguée la loi Potier, la loi dite Vigilance, qui va imposer aux acteurs en France, et quels acteurs? Les entreprises qui ont leur siège social et qui ont plus de 5 000 salariés ou qui ont un siège à l'étranger mais qui ont plus de 10 000 salariés, ce qui représente à peu près 300 sociétés. Cette obligation de rapporter au travers d'un plan de vigilance la façon dont elles gèrent à la fois les enjeux liés aux droits humains, à la sécurité, à la santé, mais aussi à des logiques environnementales. Ce qui me paraît très important pour tous ceux qui nous écoutent, on est très souvent focalisé sur le plan de vigilance et quelque part sur le livrable. Alors qu'en fait, ce travail porte sur une démarche, un comportement auquel l'ensemble des dirigeants, qui ont une responsabilité évidemment, pas simplement de prendre des décisions, mais aussi de veiller à ce qu'au sein de leur organisation et de leur chaîne de valeur soient appréhendés de la meilleure façon possible les risques, eh bien, ce devoir de vigilance correspond à une démarche où, de la gouvernance jusqu'à l'exécutif, des équipes et des fonctions support, notamment des directions juridiques, des directions financières, des directions des risques et des assurances, jusqu'aux directions opérationnelles, en intégrant les directions industrielles, soient appréhendés effectivement des risques que plus personne ne peut ignorer. À côté de ces démarches, et effectivement, pour les encadrer, le législateur va poser ce fameux plan de vigilance autour de 5 axes. Le premier qui correspond à la cartographie des risques, je crois que nous irons plus tard dans le détail. Le second qui est un sujet très important parce qu'il correspond à l'évaluation des filières et des sous-traitants et des fournisseurs qui sont concernés, bref, du périmètre concerné par ce devoir de vigilance. Également, comment les entreprises posent un travail en matière de prévention, comment est-ce qu'à l'intérieur de la chaîne de sous-traitance et avec leurs fournisseurs, elles travaillent à atténuer et à prévenir ces risques. Et enfin, et surtout, comment est-ce que sont captés les signaux faibles ou les signaux moins faibles au travers de processus et de mécanismes d'alerte qui doivent être évidemment suivis d'effet avec un dispositif qui, là aussi, en termes d'escalade en cas de crise, doit être appréhendé au meilleur niveau de l'organisation. Je terminerai en disant que le devoir de vigilance appelle et a appelé de façon très significative les dirigeants en France, mais aussi ceux des pays qui ont aussi adopté des réglementations similaires. Je vise les Pays-Bas, je vise l'Allemagne, l'Europe aussi, on sait qu'il y a un travail en cours. Et puis certains des États aussi dans le monde qui, au travers de législations souvent sectorielles ou certains thèmes, les États-Unis finalement aussi depuis 1935 ont une règle qui s'impose pour obliger ceux qui utiliseraient du travail forcé ou de l'esclavage moderne à ne pas introduire leurs produits sur le territoire américain. Bref, les dirigeants sont aujourd'hui confrontés à ce devoir de responsabilité ou porté par la loi Potier et des règles qui s'appliquent tout au long de leur chaîne d'activité ou tout simplement dans ce qu'on appelle l'éthique des affaires. Parce que finalement, de quoi parle-t-on si ce n'est de la culture, si ce n'est de la connaissance et du fait que nous ne pouvons plus ignorer, là encore, que tout au bout d'une chaîne de production,
d'un produit, mais aussi d'un service, hein. On pense aussi à ces centres qui aident à fabriquer de la donnée. Eh bien, il y a des êtres humains, il y a une planète qui peut être endommagée de façon significative et particulièrement préjudiciable pour des personnes qui, elles, n'ont rien demandé. Donc, c'est de cela dont il s'agit, un principe de responsabilité qui est rappelé, là encore, au travers de la loi Potier en France, d'autres réglementations en Europe ou dans le monde. Alors, Sabine est revenue sur l'origine donc, du devoir de vigilance avec cet événement, le Rana Plaza, hein, qui a fait que le législateur s'est emparé de cette question. Est-ce que ça s'inscrit dans un mouvement de responsabilisation de l'entreprise, un peu comme a décrit Sabine, avec le changement des comportements? Aujourd'hui, l'entreprise est obligée d'intégrer ces événements sociaux, environnementaux qui sont extérieurs à l'entreprise, mais aujourd'hui, elle doit faire avec. Philippe. Alors, merci d'abord de convoquer ce débat très intéressant aujourd'hui même, puisque aujourd'hui nous sommes dans une période un peu charnière où les règles changent, c'est-à-dire qu'elles sont à peine nées, qu'on leur dit il va falloir changer de couleur, changer de votre ADN, changer d'axe, changer de charge aussi. Donc, dire aussi que pour les entreprises et leurs conseils, c'est un domaine assez rock'n'roll, au sens où il faut arriver à essayer de comprendre quelle est la charge des contraintes tout en étant productif et rentable. C'est pas évident. Donc, je crois qu'il va falloir aussi qu'on passe un petit moment sur la difficulté d'avoir des cibles mouvantes à suivre, ce qui fait partie du charme de la profession de juriste aussi, mais pas que. C'est bien aussi d'avoir pour un opérateur économique une certaine compréhension des règles et une stabilité des règles. Donc c'est un point important sur ce domaine. Dire aussi que ce qui a été très bien expliqué par Sabine Lockman, c'est d'où vient cette régulation, cette construction de cadre juridique, mais ça vient aussi des pratiques des entreprises. C'est-à-dire que ce ne sont pas les régulateurs qui, en chambre, disent « Tiens, il faudrait qu'on fasse un système très, très contraignant ». Non, c'était le constat de ce qui fonctionnait dans les entreprises qui, depuis très longtemps, surtout pour les groupes importants, avait déjà ces cartographies des risques, avait déjà cette conscience éthique. On a parlé des sociétés à raison d'être, des missions. Donc, en fait, c'est plutôt une synthèse. Alors, évidemment, le problème, c'est que parfois, on veut aller trop loin dans l'exercice. Et quand la synthèse devient une usine à gaz, ça commence à être compliqué. Donc, c'est à nous aussi, en tant qu'opérateur, en tant que conseil, en tant que juriste, d'arriver à faire en sorte que ça soit un moment positif pour l'entreprise, pour affirmer son soi profond. C'est pas juste une contrainte qu'on doit faire pour cocher une case. Donc je vais laisser Mathieu, c'est un sentiment que vous partagez également? Tout à fait. Il y a une phase d'évolution évidente quand on prend du recul. À la base, ce sont des obligations qui sont sur les épaules et même sur la tête des États. Et petit à petit, on voit que la charge de la responsabilité est transférée des États aux entreprises, avec tout un débat éthique, philosophique, civique, sur quelle est la place dans la société civile de société commerciale. À quel point la société commerciale doit dépasser son simple objet social. Est-ce que c'est la somme des intérêts de ses actionnaires et de ses salariés? Est-ce qu'elle doit faire le bien? Et si oui, dans quelle mesure? Et tout ça, c'est exactement le nœud de toutes les questions qu'on se pose avec, dans les entreprises que nous, cabinets d'avocats, on accompagne, aux côtés des juristes internes des entreprises, cette volonté pas simplement de bien faire, mais de bien faire ensemble et de bien faire pour l'entreprise, pour les actionnaires, pour les salariés, mais aussi toutes les parties prenantes. Et ça, c'est fondamental. Et il faut trouver une manière pertinente, sans se mettre trop d'obligations sur le dos pour les entreprises, de bien le faire et de bien le faire savoir. Exactement. Bon, voilà de quoi bien lancer notre seconde partie. On va conclure cette première partie là-dessus. Tout de suite, l'émission continue avec notre débat.